Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés ce midi. Le monde du 4e art endeuillé, la comédienne Sonia Sekina Mekiou de son vrai nom est décédée hier à Alger à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Une femme qui a dédié sa vie au monde du théâtre et à la culture algérienne. Un portrait dans notre édition. Grande tension en Palestine suite à l'inauguration de l'ambassade américaine prévue cet après-midi à El-Quds Est. Manifestations et violences. Des milliers de Palestiniens se sont mobilisés pour protester contre ce transfert. Et enfin, nous irons à la fin de ce journal à Istres, à Marseille, où s'organise la solidarité pour le mois du Ramadan dans la mosquée de la ville. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces sujets, les travaux de la 11e session du Conseil d'association Algérie-Union européenne, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Moussahel et la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, ont débuté ce matin à Bruxelles. Il s'agit de la plus haute instance de concertation et de dialogue politique instituée par l'accord d'association Algérie-UE. Cette rencontre devrait permettre d'examiner la mise en œuvre des priorités du partenariat bilatéral adopté lors de la précédente session de ce Conseil. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, est en Espagne depuis hier. Il effectue une visite de travail de 2 jours à l'invitation de son homologue espagnol, Juan Ignacio Zoido Alvarez. Il est à rappeler que la 7e session de la réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau avait été sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération dans plusieurs domaines, parmi lesquels figure le secteur de l'intérieur avec la signature d'un mémorandum d'entente entre les écoles de protection civile des 2 pays. La Russie accueille ce lundi la 10e édition du Forum international de l'énergie atomique Atom Expo. Le ministre de l'énergie Mustafa Guitouni assistera à son ouverture. Mustafa Guitouni qui sera accompagné par une délégation composée par de hauts cadres du ministère de l'énergie et du commissariat à l'énergie atomique. En marge de cette importante manifestation, le ministre tiendra des rencontres avec de hauts responsables de l'industrie nucléaire mondiale et des responsables des grandes compagnies énergétiques internationales. Je vous le disais en titre, le monde du théâtre est endeuillé. La grande comédienne algérienne Sonia n'est plus. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 65 ans. De son vrai nom, Sekina Mekiou, Sonia laisse derrière elle un répertoire riche de plus de 50 pièces de théâtre, dont Gellou l'Arab et Gellou, Babour Ghraq ou encore le monodrame Fatma. La comédienne avait voué sa vie au 4e art et à la culture algérienne. Son portrait nous est proposé ce matin par Amir Npesh. Une étoile vient de nous quitter. Sonia, de son vrai nom Sekina Mekiou, la reine des planches de théâtre, est partie très tôt après un courageux combat contre la maladie. Durant son vécu, l'artiste avait gravi les échelons grâce à son talent et son engagement. De comédienne, elle passe à directrice de nombreux théâtres en Algérie. Aux côtés des plus grands noms du théâtre algérien tels que Medjoubi, Alloula ou Bengataf, Sonia fait partie de cette génération courage qui a bravé les menaces, la violence et l'intégrisme pour que l'art et la culture rayonnent en Algérie. L'Aïta, les martyrs reviennent cette semaine. Les généreux et d'innombrables œuvres théâtrales et télévisuelles témoigneront de sa riche et prolifique carrière au service de la culture algérienne. Sonia sera inhumée cet après-midi au cimetière de Del Ibrahim à Alger. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'opération de relogement lancée dans la wilaya d'Alger s'est poursuivie hier aux eucalyptus notamment. Plus de 200 familles occupant des bidonvilles et des habitations précaires de la capitale ont été relogées dans la nouvelle cité des 1200 logements dans le cadre de cette 3e et dernière phase de la 23e opération de relogement. Tout de suite, le sujet par signé Karim Haïfa. Ces 222 familles viennent du bidonville de Talha Ali et du périmètre de Naftal à Siderzine où ils vivaient dans des conditions plus que précaires. Une fois installés dans cette cité flambant neuve de la commune des Eucalyptus, ils expriment leur joie après plusieurs décennies
de vie dans la précarité. La misère nous a vraiment rongés dans nos anciennes habitations sans eau courante. C'est une joie indescriptible, alhamdoulilah, et je remercie les pouvoirs publics. On va aider les familles nécessiteuses et les personnes handicapées en leur accordant un délai d'1 mois ou 2 pour commencer à payer leur loyer avec un échéancier pour qu'ils soient à l'aise financièrement. Le wali d'Alger, Abdelkader Zour, qui était présent lors de cette opération inscrite dans le cadre de la 23e opération de relogement dans la capitale, indiquera qu'une 24e opération de relogement est au programme après le mois de Ramadan dans la wilaya d'Alger au profit de 8000 familles. C'est bien de voir les bénéficiaires satisfaits exprimant leur joie comme on l'a vu. Maintenant, notre souhait, c'est que ces locataires gardent intact l'état de ces logements et de ces cités, car beaucoup d'argent a été dépensé pour les construire. Par ailleurs, on compte distribuer après le mois de Ramadan 6000 logements de type LPL et 2000 autres de type LSP. Cette 24e opération sera répartie sur 4 phases et touchera un grand nombre de familles habitant dans des logements étroits. L'industrie sidérurgique remise sur rail à Annaba, grâce notamment au renforcement de l'État. Le ministre de l'Industrie et des Mines l'a affirmé hier lors d'une visite au complexe sidérurgique d'Al Hadjar dans la wilaya, complexe soutenu, je vous le rappelle, par le gouvernement par de nouveaux investissements. Youssef Yousfi a également inspecté l'usine de la compagnie industrielle des transports algériens Cital, spécialisée dans l'assemblage des matériels roulants ferroviaires et leur maintenance. Menel Boutouaba. Le complexe sidérurgique d'Al Hadjar, fleuron de l'industrie nationale, a exporté depuis le début du mois en cours pour 34 millions de dollars et exportera dans les 2 prochains mois pour 30 millions de dollars pour atteindre à la fin de l'année en cours 120 millions de dollars d'exportation en produits ferreux et d'acier. Je tiens à remercier en mon nom personnel et au nom de tous les cadres et employés son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika pour le soutien qu'il a affiché à ce géant de l'industrie. Lors de sa visite d'inspection, le ministre de l'Industrie a annoncé que dans les 4 prochaines années, le complexe arrivera à couvrir les besoins du pays en produits ferreux et acier. Il a exhorté les cadres et travailleurs à en faire un leader de la sidérurgie en Algérie, d'autant qu'il fait et fera face à une concurrence féroce avec l'émergence prochaine de plusieurs autres méga-projets. Un autre projet est prévu dans la wilaya de Annaba, dans le secteur de la sidérurgie, fruit d'un partenariat entre les entreprises algériennes, dont Al Hadjar et une société émirati. Cette nouvelle société investira plus d'1 milliard de dollars et va venir renforcer le secteur de l'industrie sidérurgique en Algérie. La wilaya de Annaba bénéficiera d'un autre méga-projet de transformation de phosphate en engrais d'un montant de 10 milliards de dollars. Ce projet aura plusieurs facettes et ne se résumera pas seulement à l'extraction, mais s'étendra à la production du phosphate à partir des mines, mais aussi son transport jusqu'à Wad el-Kibrit. Il sera transformé en acide phosphorique. À Ahjar Soud, dans la wilaya de Skikda, il y aura production d'ammoniac et d'ammonitrate. Avec le phosphate, on produira toutes sortes d'engrais à raison de 3 millions de tonnes qui seront en totalité exportées partant du port de Annaba. الأمونياك والإزامونيترات مع الفوسفات نصنع جميع الأنواع نتاع الأسمدة. Youssef Yousfi a également visité l'entreprise ferroviale de construction de matériel et équipements ferroviaires et l'entreprise Cital d'assemblage de rames de tramway, où il a appelé les travailleurs à une forte mobilisation pour conquérir les marchés internationaux. إنعاش الصناعة الجزائرية تحت تعليمات وتوصيات فخامة الرئيس الجمهورية. La relance de l'industrie algérienne est sur la bonne voie, suivant les orientations du président de la République. Et me basant sur ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux affirmer que nous avons réussi et d'autres succès nous attendent dans ce domaine. Notamment quand je vois des cadres et des travailleurs algériens travailler avec ce niveau élevé de technicité et de compétences. Mais beaucoup de chemin reste à faire. Aujourd'hui, vous travaillez dans le domaine des tramways, demain ce sera les trains ou encore le métro algérien. Il faut qu'on s'organise et qu'on se mobilise ensemble pour se faire une place sur les marchés internationaux et que vous réfléchissiez dès aujourd'hui afin d'arriver à exporter votre production.
إلى مستوى عالمي وتبدأوا تفكروا من اليوم في تصدير منتوجات نتاعكم. Concernant l'approvisionnement du complexe d'El Hadjar en minerai de fer à partir des mines d'El Wenza et Boukhadra de Tbessa qu'il visitera aujourd'hui, Yousfi a souligné la nécessité de porter la production de ces mines d'1 million de tonnes actuellement à 3 millions de tonnes pour approvisionner les unités industrielles. Mise en service du système de transfert des eaux du bassin Chott El Ghorbi vers Naama, Tlemcen et Sidi Bel Abbès. 160 000 habitants des 3 wilayas seront alimentés en eau potable. Ce système de transfert d'eau atteindra la dernière commune concernée au sud-ouest de Sidi Bel Abbès avant la fin du mois de mai courant. Yasmine Chouir a donné le coup d'envoi pour la mise en service d'un ensemble de stations de pompage des eaux afin d'alimenter les habitants des wilayas de Naama, Tlemcen, de Sidi Bel Abbès à partir de 9 forages avec un débit de 400 litres seconde en première phase. Ce système de transfert des eaux atteindra la dernière commune concernée au sud-ouest de Sidi Bel Abbès avant la fin mai courant. Et c'est une enveloppe de plus de 43 milliards de dinars que l'État a réservée à cette opération. Aujourd'hui, nous avons été conviés par les autorités de la wilaya afin de mettre en marche un projet stratégique, celui du transfert de Chott Ouest. Ce projet fait partie des grands projets structurants du plan national d'irrigation et il fait aussi partie des plus importants projets du président de la République dans le cadre de la politique de l'État dans le domaine des ressources en eau. Si ce projet est stratégique, c'est aussi parce qu'il permettra l'irrigation de 6 000 hectares de nouvelles terres. Nous pouvons aisément dire aujourd'hui que nous sommes très optimistes concernant la situation du secteur de l'eau dans cette région. Nous avons fait un bilan à la fin de la saison et un diagnostic dans toutes les wilayas. Nous avons déposé au niveau du gouvernement un programme particulier afin d'éradiquer ce retard enregistré au niveau de 30 wilayas et qui concerne 600 communes. Le système de transfert des eaux de Chott El Ghorbi comporte 60 forages, des canalisations sur 680 km, 11 stations de pompage, 15 réservoirs, un centre de gestion à distance relié par fibre optique, outre 900 km de lignes électriques de haute et moyenne tension afin de faciliter l'extraction, le pompage et le transfert d'eau. Une nouvelle laiterie a été inaugurée hier à Ouargla. Elle offre une capacité de production de 90 000 litres par jour et d'Ulben. Cette infrastructure contribuera au développement de la filière lait et encouragera les éleveurs et collecteurs locaux. Le ministre de l'Agriculture a procédé à son lancement. Salim Kasser. Une laiterie qui pourra certainement répondre à la demande, et ceci grâce à la volonté de jeunes entrepreneurs et la bonne pluviométrie de cette année et aux moyens mobilisés mis à la disposition de ces jeunes agriculteurs. Nous devons encourager ce genre d'initiative venant de jeunes agriculteurs et le président de la République, durant les dernières assises nationales sur l'agriculture, a mis l'accent sur le rôle que jouent ces jeunes dans le développement agricole. Et les jeunes dans la wilaya de Ouargla, pour beaucoup d'entre eux, réussissent dans le domaine. Des terres abondantes et fertiles, l'eau et la disponibilité de moyens. Le secteur agricole pourrait connaître un bond qualitatif au regard des moyens mobilisés par l'État pour le développement de l'agriculture, notamment en matière de soutien et d'accompagnement. La volonté politique existe réellement pour rendre le secteur agricole un moteur effectif pour le développement économique. Et c'est une directive du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et toutes les conditions sont réunies aujourd'hui. En effet, la terre appartient à celui qui la travaille. Ce slogan s'applique bien à la région, et ceci grâce aux efforts louables consentis par l'État pour le développement de l'agriculture, notamment en matière de soutien et d'accompagnement aux fleurs qui ont tenu à honorer à l'occasion le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat était hier à Mostaganem pour l'inspection et l'inauguration de plusieurs infrastructures touristiques. L'occasion pour lui d'appeler à améliorer ou à l'amélioration des prestations des hôtels pour une clientèle de plus en plus exigeante. Le commentaire de Hassiba Abdallah.
124 km de littoral, c'est le plus grand atout de la wilaya de Mostaganem sur lequel cette dernière pourra miser afin de redonner vie au tourisme. Abdelkader Ben Messoud, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, qui était sur place hier, a d'ailleurs insisté sur l'importance de l'investissement dans le secteur. Nous avons inauguré aujourd'hui 5 grands hôtels dans cette wilaya qui seront réceptionnés avant la prochaine saison estivale. Nous avons donc une capacité supplémentaire d'environ 2000 lits et une offre d'environ 1800 postes d'emploi supplémentaires. Mostaganem bénéficie donc de 37 établissements hôteliers. Mais l'investissement dans le secteur ne s'arrête pas là. En effet, d'autres hôtels sont en cours de réalisation. Des enveloppes financières sont dégagées pour l'aménagement des plages et des forêts, ainsi que pour la formation de la main-d'œuvre. Pour appuyer tous ces efforts, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a insisté sur l'importance d'améliorer la qualité des services. Selon lui, les hôtels doivent améliorer leur méthode de gestion et promouvoir leurs prestations. Nous avons vu des établissements hôteliers de très haut niveau. Nous avons rencontré des investisseurs algériens sérieux et compétents qui ont investi leur propre argent dans le secteur du tourisme. Et il y a d'autres qui ont bénéficié d'un crédit bancaire, ce qui témoigne de la contribution de l'État dans l'émergence de ce secteur depuis quelques années déjà, à travers l'octroi d'assiettes foncières dans le cadre de zones d'extension touristique, mais aussi à travers l'investissement dans l'infrastructure routière et l'aménagement urbain. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a clôturé sa visite de travail en assistant à la signature de 2 conventions de coopération entre la direction du tourisme et de l'artisanat, la direction de la culture et celle de l'enseignement et de la formation professionnelle, visant à promouvoir le tourisme culturel et à former les jeunes en métiers de tourisme et d'hôtellerie. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage à Djidjel, un détachement de l'ANP a détruit et découvert hier le 14 casemates pour terroristes, 7 bombes de confection artisanale et d'autres objets, selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi à Tamnarset une grande quantité de kif traités, s'élevant à 125 kg, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 2 narcotrafiquants et saisi 100 kg de la même substance à El Beyad et Tlemcen. D'autre part, des gardes-frontières ont intercepté à Tlemcen 15 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines. Tensions palpables au Proche-Orient, violences et manifestations ont éclaté ce matin. La principale raison, les États-Unis qui inaugurent cet après-midi à Al-Quds Est leur ambassade. Un événement qui a suscité la colère de millions de Palestiniens et qui survient le jour même de la commémoration du 70e anniversaire de la Nekba, ce qui est vu comme une provocation. Une mobilisation intense est prévue pour protester contre le transfert de l'ambassade américaine à Al-Quds. Bouchabali. Faisant fi des appels de la communauté internationale et défiant sa réprobation, Donald Trump compte tenir en début d'après-midi sa promesse controversée de transférer l'ambassade de son pays de Tel Aviv à Al-Quds. Une décision qui constitue une rupture de plus avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international. La fille et le gendre du président américain ainsi qu'une importante délégation prendront part à la cérémonie d'inauguration qui exacerbera sans nul doute les tensions entre Palestiniens et Israéliens. Des centaines de Palestiniens ont d'ailleurs proclamé leur intention de tenter de forcer au péril de leur vie la barrière de sécurité. L'initiative unilatérale américaine ulcère les Palestiniens pour lesquels elle représente le summum du parti pris outrancièrement pro-israélien affiché par Trump depuis son intronisation en 2017. Par ailleurs, Saeb Orekat, haut responsable palestinien, a dénoncé, je cite, « un acte d'hostilité notoire contre le droit international et le peuple de Palestine, plaçant les États-Unis du côté de la force occupante, Israël ». L'inauguration de l'ambassade, provisoirement installée dans les locaux de ce qui était le consulat américain, en attendant la construction d'une nouvelle représentation, intervient dans une période éminemment sensible. Les Palestiniens perçoivent comme une provocation la date choisie, précédant de 24 heures, les commémorations de la Nakba, la catastrophe qu'a constituée la création d'Israël pour des centaines de milliers d'entre eux chassés de chez eux en 1948.
Retour au pays, le concours national de créativité en tapisserie et tissage traditionnel se déroule actuellement à Tlemcen avec la participation d'artisans venus de 13 wilayas du pays sous le slogan « Le tapis entre modernité et authenticité ». Hasna Zoubeli. Tlemcen abrite le concours national de la créativité en tapisserie et le tissage traditionnel. Plus de 20 artisans et stagiaires mettront en exergue leurs talents dans le cadre du mois du patrimoine. Nous avons tenu à participer à ce concours pour mettre en avant le tapis de la ville de Gherdaya qui ne ressemble à aucun autre tapis. Chaque région a ses caractéristiques. C'est un métier qui nous a été transmis par nos ancêtres. Aujourd'hui, nous exposons la blousa de Tlemcen dédiée aux mariés. Pour pouvoir évaluer ces tapis, nous avons arrêté des paramètres que les artisans doivent respecter dans leur tissage, comme la qualité de la matière et l'utilisation des couleurs. L'objectif de ce concours est d'améliorer la qualité des tapis tout en encourageant la créativité de ces jeunes artisans. Pour relancer le tapis traditionnel, il est nécessaire pour ces artisans de prendre en considération notre nouveau mode de vie. Les tapis doivent être plus modernes et plus petits, étant donné que les chambres d'aujourd'hui sont moins grandes qu'il y a quelques années. À la fin de cette manifestation, les lauréats recevront des prix d'encouragement pour leur contribution à préserver ce genre d'artisanat, à l'image du hayek et el mensouj. Le week-end voyage en Algérie a été organisé à Paris par la fondation Good Planet au château Longchamp, une manifestation dédiée à la culture et au patrimoine algérien. Afef Boulouchette. C'est sur les accords diatoniques de la Zorna, dont les notes ont égayé le château du domaine Longchamp, que fut inauguré le week-end Voyage en Algérie, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France et de Yann Arthus Bertrand, organisateur de cet événement culturel qui se veut être un écho à une autre de ses réalisations cinématographiques, celle-ci, au grand succès, l'Algérie vue du ciel. C'est une manifestation dédiée à la culture et au patrimoine algérien. Nous l'avons fait avec le réseau associatif et surtout avec la fondation de Yann Bertrand Yannus, qui est un grand ami de l'Algérie. C'est quelqu'un qui aime l'Algérie, qui a découvert l'Algérie et qui en parle aujourd'hui avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup sur la culture, cette générosité. J'avais bien compris que ce film, il avait touché les Algériens au cœur. Et je me suis dit d'organiser un week-end avec tous les gens qui m'en parlent toute la journée, ça va être sympa. Et puis parler d'écologie avec les Algériens, c'est aussi important que d'en parler avec les Français. Non, et puis j'ai laissé un peu mon cœur là-bas, donc je retrouve un peu l'Algérie aujourd'hui ici et je suis ravi. Le temps d'un week-end, le château a vécu au rythme de l'Algérie, sa culture, son artisanat et ses arts culinaires grâce à l'implication de l'association au fil des cultures. Leur montrer ce que c'est la culture algérienne, parce que je pense que ça reste un petit peu pas très connu, mais surtout les faire voyager sur place, leur faire connaître toutes les valeurs, tout ce qu'on a de beau de chez nous. Le château étant dédié à la promotion de l'écologie, on pouvait y découvrir notamment la date bio de Tolga et ses dérivés. Nous avons la crème de date bio, nous avons la date conventionnelle, mais nous avons aussi la date bio, parce que nous avons des marques déposées, qui est la date bio. Mais qu'en est-il des costumes traditionnels? Lesquels sont les plus écolos? D'après mes connaissances, mes petites connaissances, il me semble que c'est la tenue, la sharia et les tenues du Sud qui se ressemblent parce qu'elles sont tissées presque à la main. Il n'y a pas de machine ou de polluante qui rentre dans la fabrication. Et pour cause, c'est la tenue sahraoui qui était à l'honneur. Elle a suscité beaucoup de curiosité. La question qui revient le plus souvent, c'est comment vous faites pour porter cette tenue? Est-ce que c'est pas difficile à mettre? Qui peut la porter? D'où ça vient d'où? Est-ce que vous êtes bien dedans? Voilà, c'est. Je suis très bien dedans. Les visiteurs étaient nombreux à venir découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine. Beaucoup étaient des enfants de l'immigration, fièrement parés des tenues traditionnelles. En fait, ça nous rattache, parce que nous, comme on est nés en France, ça nous rattache un peu à nos origines. Ça nous rapproche de notre culture, de la culture de nos parents. Et donc, on est fiers de porter le drapeau algérien en France. Un voyage en Algérie était un moment de partage autour de nos traditions, où générosité rimait avec beauté et gaieté.
Direction Istres à présent, à quelques kilomètres de Marseille en France, la mosquée Ar-Rahma, inaugurée en 2007, se veut un lieu de paix, de tolérance et de miséricorde. Elle active actuellement pour récupérer les dons des fidèles et préparer des actions de solidarité pour le mois de Ramadan. Yazid Ait Mahidine. Célébrée et dénommée le 3 juillet 2009, la mosquée Ar-Rahma de Istres, une ville située à 50 km de Marseille. Ce lieu de culte accueille chaque vendredi plus de 1000 fidèles représentant la communauté musulmane établie à Istres. Tout un programme est prévu pour le mois sacré de Ramadan. Nous essayons de faire une mosquée ouverte à tous, une mosquée de fraternité, de solidarité, qui reflète son nom, Ar-Rahma. Il faut récupérer les dons, les donations des fidèles et des généreux donateurs pour pouvoir commencer à organiser les menus, les courses à faire. Et donc le gros de travail, c'est avec les cuisinières. Et ensuite, trouver une équipe en rotation qui puisse le soir servir les repas qu'on va délivrer tout au long du mois de Ramadan. Pour le mois sacré Ramadan, nous sommes en plein préparatif. Cette année, il y aura beaucoup de monde sûrement pour l'iftar parce que dans cette ville, cette année, on a reçu des réfugiés pakistanais. En plus, il y a des Soudanais, des Syriens et les Chibani à proximité. Donc, il y aura beaucoup de gens pour venir rompre le Ramadan tous les soirs, Inch'Allah. Ici, les femmes de la mosquée de Istres sont à pied d'œuvre pour la préparation des menus pour le mois sacré de Ramadan. Ce qui compte effectivement, la solidarité, la sociabilité. On essaie de se rencontrer et de faire venir les gens qui n'ont pas de moyens. On est très content de les recevoir à la mosquée. La moitié, c'est les gens qui habitent au foyer et ça passe très très bien. Il y a une très bonne organisation, il y a de la solidarité. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare shorba, harira, et on est plusieurs sœurs. Il y a des Marocaines, il y a des Algériennes, il y a même des Tunisiennes. Prières, jeûnes et autres rituels de dévotion et de contemplation, le mois du Ramadan est présage de bonheur et de miséricorde. Une pensée à tous les Chibani, la première génération d'immigrés venus travailler dans les usines de Istres. إن شاء الله واش نتمنى الخير إن شاء الله الأمة الإسلامية كل صلوا الشر وإحنا صلوا على شر صموا عليه بصحة ولهنا ربي يعطينا الصحة باقي يستر طول الأمة الإسلامية بارك الله فيهم. أولا يعني كما الأمة الإسلامية في جميع أقطار الأرض يعني نتسنوا هذا الشهر المبارك يعني بشغف وحب كبير لأنه شهر الرحمة والمغفرة وشهر العتق من النار. Le mois de Ramadan, on le fait dans la mosquée et tous les gens et tous les musulmans ils sont invités à manger tous les soirs le Ramadan quoi. Je dirais bon Ramadan à tous les musulmans et puis je souhaite que ça va durer comme chaque année. Je souhaite un bon Ramadan à toute l'Umma islamia, partout dans le monde et ici à Istres. Alors mes vœux c'est la paix. Je vous souhaite le salam et à tous les musulmans de Istres et du monde entier. Et je vous rappelle que mardi est prévu la nuit du doute où Laylat Shek. On jeûnera mercredi ou jeudi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Fila Abraz pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.